Le magicien d'Oz par Lyman Frank Baum. Chapitre 13. Délivrance. Le lion poltron fut très heureux d'apprendre que la méchante sorcière avait fondu grâce à un seau d'eau. Dorothée ouvrit aussitôt la grille de sa prison et le libéra. Ensemble, ils pénétrèrent dans le château où le premier geste de Dorothée fut de convoquer tous les Winkits pour leur annoncer la fin de leur esclavage. La nouvelle provoqua une réjouissance sans pareille parmi les jaunes Winkits, car ils avaient dû peiner de longues années sous le joug cruel de la méchante sorcière. Ce jour de leur délivrance serait à jamais un jour de fête, qu'ils célébreraient par des banquets et des danses. Si seulement nos amis, l'épouvantail et le bûcheron, étaient avec nous, je serais parfaitement heureux, dit le lion. Ne croyez-vous pas qu'il soit possible de leur porter secours ? Interrogea anxieusement la fillette. Nous pouvons toujours essayer, répondit le lion. Ils appelèrent les jeunes Winkits et leur demandèrent s'ils acceptaient de les aider à secourir leurs amis. Les Winkits dirent qu'ils seraient ravis de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour celles qui les avaient tirés de leur servitude. Dorothée choisit quelques Winkits parmi les plus avertis, et ils se mirent en route. Ils marchèrent tout un jour et une partie du lendemain, avant de parvenir dans la plaine rocheuse où gisait le pauvre bûcheron tout cabossé et rompu. Sa hache se trouvait près de lui, mais le tranchant en était rouillé et le manche brisé court. Les Winkits le soulevèrent doucement dans leurs bras et le ramenèrent au château jaune, tandis que, sous le regard peiné du lion, Dorothée versait quelques larmes sur le triste état de son vieil ami. Quand ils parvinrent au château, la petite fille demanda aux Winkits : « Y a-t-il des ferblantiers parmi vos gens ?»« Bien sûr, certains sont même d'excellents ouvriers, » répondirent-ils. « Alors, allez me les chercher, » dit-elle. Bientôt, les ferblantiers arrivèrent, portant leurs boîtes pleines d'outils. Dorothée les interrogea. « Êtes-vous capable de redresser les bosses de l'homme en fer blanc, de le refaçonner et de souder ses entrailles ?» Les ferblantiers examinèrent le bûcheron avec soin et répondirent qu'ils pensaient pouvoir le réparer et le remettre en forme. Ils se mirent tout de suite à l'œuvre, dans une des grandes salles jaunes du château, et travaillèrent 3 jours et 4 nuits, martelant, tordant, courbant, soudant, polissant, bocordant les jambes, le corps et la tête de l'homme en fer blanc. Quand ils s'arrêtèrent, il avait repris son ancienne allure, et ses articulations fonctionnaient aussi bien qu'avant. Évidemment, il avait fallu souder çà et là des raccords, mais les ferblantiers avaient fait du bon travail, et comme le bûcheron n'était pas vaniteux, ce raccommodage le laissait indifférent. Quand enfin il entra dans la chambre de Dorothée pour la remercier de l'avoir sauvée, il se sentait si content qu'il ne put retenir ses larmes de joie. Dorothée les essuya une à une, soigneusement, avec son mouchoir, car il ne fallait pas que les articulations rouillent à nouveau. En même temps, ses propres larmes coulaient abondamment, tant les retrouvailles avec son vieil ami la touchaient. Mais ces larmes-là n'avaient pas besoin d'être essuyées. Quant au lion, il s'épongeait si souvent les yeux du bout de la queue que celle-ci fut bientôt trempée, et le lion dut aller dans la cour et la tenir au soleil jusqu'à ce qu'elle fût sèche. « Si seulement l'épouvantail était avec nous, je serais parfaitement heureux, » dit le bûcheron, quand Dorothée lui eut raconté ses aventures. « Nous devons essayer de le retrouver, » dit la fillette. Elle appela les Winkits à la rescousse, et ils cheminèrent ensemble tout ce jour et une partie du lendemain, avant de rejoindre le grand arbre à la cime duquel les singes ailés avaient balancé les habits de l'épouvantail. C'était un très grand arbre, et son tronc était si lisse qu'il fallut renoncer à y grimper. Mais le bûcheron dit aussitôt : « Je vais l'abattre, et nous pourrons récupérer les habits de l'épouvantail. » Or, tandis que les ferblantiers étaient en train de raccommoder le bûcheron, un autre Winkit, qui était orfèvre, avait fabriqué un solide manche tout en or et l'avait ajusté à la hache du bûcheron, à la place de l'ancien.
D'autres avaient débarrassé le tranchant de sa rouille, et il brillait comme de l'argent poli. Dès qu'il eut parlé, le bûcheron se mit à tailler le tronc, et peu après, l'arbre s'abattit avec un craquement. Les habits de l'épouvantail tombèrent des branches et roulèrent sur le sol. Dorothée les ramassa, et on les ramena au château où ils furent bourrés de belles pailles fraîches. Et tenez-vous bien, l'épouvantail était là, aussi beau qu'avant, et ne cessait de remercier les uns et les autres de lui avoir rendu la vie. Enfin réunis, Dorothée et ses amis vécurent de bons moments au château jaune, à l'abri de tout besoin. Mais un jour, la petite fille se souvint de sa tante M, et elle dit « Nous devons rentrer chez Ose et lui rappeler ses promesses. » « Oui, dit le bûcheron, j'aurai enfin un cœur. Et moi de la cervelle, ajouta l'épouvantail joyeusement. Et moi du courage, dit le lion pensif. Et moi je rentrerai au Kansas, s'écria Dorothée en battant des mains. Oh, partons dès demain pour la cité d'Émeraude. Ainsi fut-il décidé. Le jour suivant, ils invitèrent tous les Winkits pour leur faire leur adieu. Les Winkits étaient désolés de les voir partir. Ils s'étaient pris d'affection, surtout pour le bûcheron, qu'ils suppliaient de demeurer chez eux pour gouverner le jaune pays de l'Ouest. Mais, comprenant que rien ne les ferait changer d'avis, ils offrirent à Toto et au lion un collier d'or chacun, à Dorothée un magnifique bracelet incrusté de diamants, à l'épouvantail un bâton de marche à pommeau d'or. Quant au bûcheron, il reçut un bidon d'huile, en argent rehaussé d'or et serti de pierreries. En retour, les voyageurs adressèrent chacun à leur tour aux Winkits un joli discours de remerciement et leur serrèrent à tous la main, jusqu'à ce que les bras leur en tombent de fatigue. Dorothée alla à l'armoire remplir son panier de provisions de route. C'est alors qu'elle aperçut la coiffe d'or. Elle l'essaya. Celle-ci lui seyait à merveille. La fillette ignorait tout du charme attaché à la coiffe, mais elle la trouvait jolie, et cette raison lui suffit pour s'en coiffer et ranger son petit bonnet de soleil dans le panier. Ainsi fin prêt pour le voyage, ils se mirent donc en route vers la cité d'Émeraude. Les Winkits saluèrent leur départ par 3 salves de hurrah et leur souhaitèrent tout le meilleur possible. Le magicien d'Oz par Lyman Frank Baum. Chapitre 14. Les singes ailés. Vous souvenez-vous qu'il n'existait pas de route, pas même de sentier, entre le château de la méchante sorcière et la cité d'Émeraude. Quand les 4 voyageurs étaient partis à la recherche de la sorcière, c'est elle qui les avait vus venir et avait envoyé les singes ailés pour les amener jusqu'à elle. Le retour s'annonçait donc plus difficile que l'aller. Il fallait se frayer un chemin à travers les grands champs de boutons d'or et de marguerites. Certes, ils savaient qu'ils devaient aller droit vers l'est, vers le soleil levant, et ils prirent d'abord la bonne direction. Mais à midi, quand le soleil brilla au-dessus de leur tête, ne sachant plus où était l'est ou l'ouest, ils se perdirent au milieu des grands prés. Néanmoins, ils poursuivirent leur marche. À la nuit, la lune se leva et brilla dans le ciel. Ils se couchèrent alors parmi d'odorants pois de senteur et dormirent profondément jusqu'au matin, tous sauf l'épouvantail et le bûcheron. Le lendemain, le soleil était caché derrière un nuage. Pourtant, ils repartirent comme s'ils étaient sûrs de leur chemin. « Si nous allons assez loin, dit Dorothée, nous finirons bien par arriver quelque part, il me semble. » Mais les jours s'écoulaient, et ils ne voyaient devant eux que des prés et des prés de pois de senteur. L'épouvantail commença à ronchonner. « Nous avons certainement perdu notre route, dit-il, et si nous ne la retrouvons pas à temps pour rejoindre la cité d'Émeraude, je n'obtiendrai jamais ma cervelle. »« Ni moi mon cœur, renchérit le bûcheron. Je boude d'impatience d'arriver chez Oz. Et vous devez reconnaître que ce voyage n'en finit pas. »« Voyez-vous, pleurnicha le lion poltron, je n'ai pas le courage d'errer à l'aveuglette, sans jamais arriver nulle part. » Alors, Dorothée sentit son courage l'abandonner.
Elle s'assit dans l'herbe et regarda ses compagnons. Ils s'assirent et la regardèrent. Et pour la première fois de sa vie, Toto se sentit trop fatigué pour chasser le papillon qui voletait au-dessus de sa tête. Il haletait, la langue pendante, et regardait Dorothée comme pour lui demander ce qu'on allait faire. « Si nous appelions les souris des champs, suggéra-t-elle, elles nous indiqueraient certainement la route vers la cité d'Émeraude. »« Mais bien sûr !» s'écria l'épouvantail. « Comment n'y avons-nous pas songé plus tôt ?» Dorothée saisit le petit sifflet qu'elle portait à son cou depuis que la reine des souris le lui avait donné, et siffla. Un trottinement de petites pattes ne tarda pas à se faire entendre. Des centaines de souris grises accouraient. Parmi elles se trouvait la reine en personne, qui demanda de sa voix flûtée : « Que puis-je faire pour mes amis ?»« Nous avons perdu notre chemin, » dit Dorothée. « Pouvez-vous nous dire où se trouve la cité d'Émeraude ?»« Sans doute, » répondit la reine, « mais c'est très loin d'ici, car vous n'avez cessé de lui tourner le dos. » C'est alors qu'elle remarqua la coiffe d'or de Dorothée. « Pourquoi ne recourez-vous pas à la formule magique de la coiffe ? Vous pourriez appeler les singes ailés, ils vous transporteraient jusqu'à la cité d'Oz en moins d'1 heure. » « Une formule magique ?» s'étonna Dorothée. « Je ne savais pas que la coiffe en avait une. »« Quelle est-elle ?»« C'est écrit à l'intérieur, » répondit la reine. « Mais si vous décidez d'appeler les singes ailés, il vaut mieux que nous fuyions avant leur arrivée, car ils sont pleins de malice et adorent nous tourmenter. »« Mais ils vont peut-être me faire du mal ?» s'inquiéta la petite fille. « Oh non, ils doivent obéir à celui ou celle qui porte la coiffe. »« Adieu !» et la reine décampa lestement, suivie de toutes les souris. Dorothée regarda à l'intérieur de la coiffe et vit quelques mots écrits sur la doublure. « Voilà la formule, » se dit-elle, et elle lut attentivement les instructions, puis mit la coiffe sur sa tête. « Hep, pep, paquet !» prononça-t-elle en levant le pied droit. « Que dites-vous là ?» demanda l'épouvantail sans comprendre. « Hillo, holo, hello !» continua Dorothée en levant le pied gauche. « Hello !» répondit placidement le bûcheron. « Ziz, zu, zouz, zi, zik !» dit Dorothée, campée sur ses 2 pieds. Les paroles magiques à peine achevées, ils entendirent des caquetages mêlés à des claquements d'ailes. La troupe des singes ailés volait vers eux. Le roi s'inclina devant la fillette. « Que désirez-vous » demanda-t-il. « Nous aimerions aller à la cité d'Émeraude, » dit l'enfant. « Nous nous sommes égarés. »« Nous allons vous y porter, » répondit le roi. Aussitôt, 2 singes prirent Dorothée dans leurs bras et s'envolèrent avec elle. D'autres saisirent l'épouvantail, le bûcheron et le lion, tandis qu'un petit singe les suivait, serrant Toto dans ses bras, malgré les efforts du chien pour le mordre. L'épouvantail et le bûcheron n'étaient pas tellement rassurés. Ils se souvenaient de la façon peu aimable dont les singes ailés les avaient traités autrefois. Mais quand ils comprirent qu'on ne leur voulait aucun mal, ils s'abandonnèrent à leur guide et s'amusèrent à regarder les jolis prés et les bois qui défilaient, loin au-dessous d'eux. Dorothée trouvait le voyage agréable, confortablement assise entre 2 des plus grands singes, dont l'un était le roi lui-même. Ils avaient formé une chaise de leurs mains jointes et prenaient garde à ne pas trop secouer la fillette. « Pourquoi avez-vous obéi à la formule magique de la coiffe ?» demanda celle-ci. « C'est une longue histoire, » répondit le roi en riant. « Mais puisque nous avons du temps devant nous, je peux vous la raconter pendant le voyage, si toutefois vous le désirez. »« Cela me ferait plaisir, » répondit l'enfant. « Jadis, » commença le roi, « nous étions un peuple libre et vivions heureux dans la grande forêt, volant d'arbre en arbre, mangeant des noix et des fruits, n'obéissant qu'à notre plaisir,
sans avoir à servir de maître. Certains d'entre nous étaient peut-être trop pleins de malice. Parfois, ils tiraient par la queue les animaux privés d'ailes, pour chasser les oiseaux, bombarder de noix la tête des promeneurs de la forêt. Mais nous vivions sans souci, heureux, aimant à rire et jouissant de chaque heure du jour. Cela se passait il y a très longtemps, bien avant qu'Oz ne descendît des nuages pour gouverner cette contrée. À cette époque vivait, dans la région du Nord, une belle princesse, qui était aussi une très puissante magicienne. Tout son pouvoir lui servait à aider les gens, et jamais on ne la vit nuire à quelqu'un de bon. Elle s'appelait Gaïolette, et habitait un somptueux palais, construit dans de grands blocs de rubis. Chacun l'aimait, mais grande était sa tristesse de ne trouver personne à aimer en retour, car tous les hommes étaient ou trop bêtes ou trop laids pour mériter la main d'une aussi belle et sage personne. Toutefois, elle finit par découvrir un garçon, beau, viril et d'une sagesse au-dessus de son âge. Gaïolette décida d'attendre qu'il soit tout à fait homme pour l'épouser. Elle l'amena dans son palais de rubis et employa tous ses pouvoirs magiques à le rendre aussi fort, bon et aimable qu'une femme put le souhaiter. Parvenue à l'âge de raison, Kelala, c'était son nom, jouissait de la réputation de l'homme le meilleur et le plus intelligent de tout le pays. Et sa beauté était telle que Gaïolette, le chérissant de plus en plus tendrement, hâta les préparatifs du mariage. Mon grand-père était alors le roi des singes ailés et vivait dans la forêt voisine du palais de Gaïolette. C'était un joyeux drille qui aurait plutôt manqué un bon repas qu'une bonne farce. Un jour, juste avant les noces, mon grand-père, qui volait en compagnie de sa troupe, aperçut Kelala se promenant au bord de la rivière, vêtue d'un riche costume de soie rose et de velours pourpre. Mon aïeul voulut le mettre à l'épreuve. À son commandement, les singes allèrent cueillir Kelala, l'emportèrent au-dessus de la rivière et de là-haut le laissèrent tomber au milieu des flots. « Nage, nage, mon bel ami !» lui criait mon grand-père, « et regarde bien si l'eau n'a pas taché tes habits. » Kelala était beaucoup trop sage pour ne pas savoir nager, et sa bonne fortune n'avait nullement gâté son caractère. Il émergea de l'eau et nagea en riant vers la berge. Mais Gaïolette accourait. Elle vit le beau costume de soie et de velours tout abîmé par la mésaventure. La princesse était fort courroucée, et bien sûr, connaissait le coupable. Elle fit comparaître tous les singes ailés devant elle, et ordonna qu'on leur attache les ailes. Ils seraient traités comme ils avaient traité Kelala, et jetés dans la rivière. Mon grand-père plaida sa cause, le désespoir au cœur, sachant trop bien qu'avec leurs ailes liées, les singes se noieraient dans la rivière. Kelala lui-même intervint en leur faveur, si bien que Gaïolette finit par les épargner, mais à une condition cependant. Désormais, les singes ailés devraient obéir 3 fois aux ordres que leur donnerait le propriétaire de la coiffe d'or. Cette coiffe avait été fabriquée tout exprès comme cadeau de mariage pour Kelala. L'on prétendait qu'elle avait coûté à la princesse la moitié de son royaume. Naturellement, mon grand-père et ses compagnons acceptèrent sur le champ la fameuse condition. C'est ainsi que nous sommes devenus les serviteurs de quiconque possède la coiffe d'or, et devons nous soumettre 3 fois à ses ordres. « Et qu'advint-il ensuite ?» demanda Dorothée, que cette histoire intéressait vivement. Kelala étant le premier possesseur de la coiffe, il fut le premier à nous imposer ses volontés. Comme sa jeune fiancée ne pouvait supporter notre vue après son mariage,
Il nous réunit dans la forêt et nous ordonna de nous tenir toujours hors du chemin de la princesse. Et nous obéîmes contents, car elle nous faisait peur. C'est le seul ordre que nous eûmes à exécuter, jusqu'à ce que la coiffe d'or vînt à tomber aux mains de la méchante sorcière de l'Ouest. Celle-ci nous força à asservir les Winkits, puis à chasser Oz lui-même du pays de l'Ouest. À présent, la coiffe vous appartient, et vous avez le droit de formuler 3 vœux. Comme le roi des singes achevait son histoire, Dorothée regarda en bas et aperçut les remparts verts et scintillants de la cité d'Émeraude. Elle avait beau s'émerveiller du vol rapide des singes, elle était néanmoins contente que le voyage fût terminé. Les étranges créatures déposèrent doucement les voyageurs devant la porte de la cité. Le roi s'inclina très bas devant Dorothée et s'envola légèrement, suivi de sa troupe ailée. « Nous avons fait un bon voyage, dit la petite fille. « Oui, approuva le lion, cela nous a promptement tirés d'embarras. Quelle chance que vous ayez emporté cette coiffe merveilleuse !